Bonjour Internet, j'espère que votre dépression saisonnière se passe bien. Aujourd'hui on va parler de 3 lectures qui étaient un peu décevantes, qui étaient un peu mitigées, qui étaient un petit peu en demi-teinte. En somme des lectures un peu bof. On va quand même faire une sorte de gradation, on va aller du plus bof au moins bof. La semaine dernière, dans la volonté d'être dans une vibe un petit peu Halloween, un petit peu horrifique, j'ai lu un recueil de nouvelles d'horreur qui s'appelle Livre de sang de Clive Barker. C'est un auteur que j'avais envie de lire depuis assez longtemps, que j'avais vraiment envie de découvrir. Clive Barker, c'est un auteur, romancier, artiste, réalisateur, plasticien, queer britannique. Quelqu'un d'extrêmement prolifique et surtout c'est une figure assez importante en fait dans l'horreur, pas seulement dans la littérature parce que c'est à lui qu'on doit, en tant que scénariste et en tant que réalisateur, le film Hellraiser qui est adapté d'un de ses courts romans, mais aussi le film d'horreur Candyman qui est aussi adapté d'un de ses textes dont il a été scénariste. Donc pour le découvrir, j'ai choisi de commencer par Livre de sang qui est un recueil de nouvelles qu'ensuite il a poursuivi en plusieurs volumes sur plusieurs recueils. Il y a certaines de ces nouvelles qui sont devenues extrêmement célèbres parce qu'elles ont été adaptées au cinéma. Et en fait c'était vraiment assez décevant parce que en fait, si vous voulez, dans ces nouvelles, il y a des images qui sont extrêmement fortes. Notamment, il y a deux nouvelles dans ce recueil qui s'appellent Le train de l'abattoir et La truie, qui, je trouve, étaient vraiment extrêmement marquantes dans les images qu'elles donnaient. C'était deux images aussi qui s'intéressaient, alors je vais pas trop vous spoiler, mais en tout cas qui ont en commun de se bâtir sur un univers un peu autour du rapport entre les humains et la viande, de rapport avec l'abattoir, avec l'élevage animal, etc. Et en fait, la volonté d'inscrire un univers horrifique dans une représentation de la viande, une représentation de l'exploitation animale, c'est quelque chose qui me semble assez honorable déjà de par mes convictions personnelles, mais c'est aussi quelque chose qui vous reste vraiment en tête et qui est assez frappant quoi. Dans la nouvelle La truie, on est à l'intérieur d'une sorte d'internat pour garçons. Il y a dans cet internat une sorte de ferme pédagogique en quelque sorte, et il y a des cochons qui sont élevés, et il y a parmi ces cochons une truie qui est en fait une sorte de dieu maléfique, je vous spoile rien, mais un cochon extrêmement fort et qui reste en fait complètement immaculé malgré la fange et malgré l'enfermement et malgré les conditions assez déplorables dans lesquelles le cochon vit, et qui va avoir une influence très maléfique en fait dans ce pensionnat pour garçons. Je vous laisserai découvrir, et puis la nouvelle Le train de l'abattoir, il vaut mieux ne rien en savoir je pense, mais c'est des choses voilà, que j'ai trouvées assez frappantes, assez marquantes. Néanmoins ça a été une lecture assez bof parce qu'en fait à mon sens, même s'il y a des idées extrêmement fortes et des images extrêmement marquantes comme je le disais, dans l'exécution c'est assez pâteau en fait. Clive Barker il est souvent comparé à Stephen King, et en fait je trouve ça assez malheureux parce que à mon sens ça ne souffre pas la comparaison. Par exemple ici dans les nouvelles que j'ai lues de Clive Barker, il y a énormément de vulgarité, et en fait c'est une vulgarité qui parfois me semble présente un peu pour donner un rendu qui est un petit peu subversif, qui est un petit peu provocateur, mais qui cache en fait un manque d'épaisseur dans la caractérisation des personnages, un manque d'épaisseur dans le style, dans la description des atmosphères, etc. Enfin, c'est un petit peu dur à expliquer, mais je pense que si vous avez déjà lu des nouvelles de Stephen King et si vous lisez ensuite les nouvelles de Clive Barker, on sent vraiment un grand gap en fait, parce que dans les nouvelles de Stephen King et dans les textes de Stephen King de manière générale, je trouve qu'il y a une très grande technicité, qu'il y a une très grande faculté à caractériser les personnages, et par exemple quand la vulgarité elle est présente chez Stephen King, elle n'est pas gratuite, elle est toujours imputable à un personnage, et Stephen King arrive bien à nous donner cette distance en fait. J'ai l'impression de pas très bien l'expliquer, mais du coup c'est un peu lourd et c'est un peu maladroit en fait je trouve. Du coup j'ai un petit peu bloqué sur le style, et dès la première nouvelle. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a dérangée dans le recueil de Clive Barker, c'est qu'il y a un male gaze qui est quand même très très présent, que les personnages féminins, quand ils sont pas tout simplement complètement absents de l'histoire, sont très stéréotypés, très mal écrits, et toujours en lien avec la sexualité en fait en quelque sorte, ce qui est un petit peu étrange et qui est pas super agréable à lire. Et ça, si vous lisez dès la première nouvelle en fait, Livre de sang, qui est une nouvelle assez importante parce que en fait elle va poser le cadre de toutes les nouvelles de ce recueil, mais aussi des suivants. Donc c'est quelque chose d'assez important, et là ce dont je parle, cette vulgarité et aussi cette approche que je trouve un peu nulle des personnages féminins, c'est présent dès le début. Donc voilà, c'était un peu bof, en fait j'ai senti dès le début que ça allait pas être une lecture super marquante, et pour être honnête, les deux dernières nouvelles du recueil je les ai lues un peu en diagonale pour pouvoir avoir les idées, pour pouvoir avoir un aperçu en fait de l'imaginaire de Clive Barker, mais le style, les personnages, etc. c'était vraiment
pas très intéressant et pas très agréable à lire quoi. Je pense que je lirai quand même Hellraiser, peut-être que je tenterai un autre recueil, mais voilà, c'était une lecture un petit peu bof, alors que je savais que c'était écrit par un artiste quand même qui est de grande envergure et dont j'avais envie de découvrir l'univers. C'était pas très convaincant et c'était pas une réussite pour moi en tout cas. Ensuite, je vous en avais parlé dans ma pile à lire d'automne, j'ai lu Invitation au crime de Joseph Sheridan Le Fanu. C'est un roman irlandais du 19e siècle. Et en fait, j'attendais beaucoup de ce livre, et c'est un peu souvent le problème, c'est un peu souvent de là que viennent les déceptions, c'est le cas ici, et c'est le cas aussi du livre dont je vais vous parler juste après. Joseph Sheridan Le Fanu, c'est un auteur irlandais assez important, parce que déjà c'est lui qui a écrit Carmilla, qui est considéré comme un des premiers, comme le premier d'ailleurs je crois, dites-moi si je dis des âneries, roman de vampire de l'histoire de la littérature. C'est aussi quelqu'un qui a été très influent pour d'autres auteurs britanniques et irlandais du 19e siècle, et c'est quelqu'un qui est considéré comme un grand précurseur dans le roman policier. Donc je pensais vraiment que ça allait être super intéressant, et donc Invitation au crime a aussi été une déception. En fait, on est sur un format court, policier, avec quand même des touches de fantastique. En fait, dans Invitation au crime, le début est assez flamboyant parce qu'on se trouve dans un vieux manoir qui s'appelle les Hêtres Gris, dans lequel vit une famille déchue, une famille qui a vraiment perdu en prestige, perdu en argent, qui est un petit peu, ouais voilà, déchu. Et on a des personnages assez mystérieux, assez ombrageux, assez dévorés par des névroses, par de la tristesse, par des mariages qui ont été mal arrangés en quelque sorte. Enfin, on part sur quelque chose qui peut être le décor de vraiment quelque chose d'assez formidable, et en fait il va survenir dans cette famille, dans ce manoir, un meurtre. Tout va tourner autour de pourquoi ce meurtre, de qui l'a commis, dans quelles circonstances, etc. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que dans ce livre, on va vraiment avoir développé la thématique un peu de la culpabilité du crime, et de la culpabilité qui va poursuivre de plein de manières en fait l'auteur ou l'autrice du crime. Cette hantise en fait va être métaphorisée de plein de manières par des petites touches et des petites apparitions fantastiques que j'ai trouvées assez chouettes et assez marquante. Le problème c'est qu'il y a comme quelque chose qui reste un petit peu en surface. En fait, vous avez une caractérisation des personnages qui est assez légère, et en termes de... Enfin, quand je raconte tout ça, on s'imagine qu'il va y avoir une description quand même assez riche des lieux, des atmosphères, et finalement c'est pas tant le cas que ça. En fait, le récit ne semble pas très ancré, il est un petit peu hors sol. En fait, l'auteur, je pense qu'il est un petit peu tiraillé, parce que ce qui l'intéresse surtout, c'est de développer des péripéties en fait, et de développer quelque chose qui est assez théâtral. D'ailleurs, le roman à la lecture, je me disais souvent ça ferait une super pièce de théâtre, ou ça ferait un super film, parce que vous avez vraiment comme une sorte d'enchaînement de tableaux, vous avez une présence très très importante des dialogues, vous avez aussi des scènes où un personnage d'un coup qui va se pencher à l'oreille d'un autre, qui va lui dire un secret, qui va lui dire quelque chose, et les yeux du personnage qui écoute vont s'agrandir d'horreur, et paf, c'est la fin du chapitre, et vous en tant que spectateur, vous ne savez pas ce qu'il lui a dit dans l'oreille. Je saurais pas comment dire ça, mais il y a vraiment un travail autour des quiproquos, autour de tel personnage sait telle chose, tel personnage va le révéler à tel autre, et du coup ça c'est des ressorts qui pourraient être super intéressants et rendre la lecture très rythmée, mais étant donné qu'on est un peu dans un entre-deux au niveau de la caractérisation des personnages, d'ailleurs il y a des personnages qui sont très stéréotypés, qui sont un petit peu vides, et qu'on n'est pas non plus ancré au niveau de l'atmosphère, au niveau des lieux, au niveau que, ouais, comme je disais, on est un petit peu hors sol, du coup c'est difficile de se sentir concerné par ces secrets, par ces péripéties, et il y a comme quelque chose qui reste un petit peu en surface quoi. Je pense néanmoins que dans l'histoire littéraire, et que dans l'histoire du roman policier, ou dans l'histoire du roman fantastique, ça doit être une œuvre à mon avis qui a sa place et qui a apporté des choses. À mon avis c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier et à replacer dans son contexte, mais à lire c'était un petit peu décevant, et il m'en reste pas grand chose à la fin quoi. Je suis quand même contente de l'avoir lu, parce que je trouve que on sent que quelque chose est en train de s'élaborer à cette époque dans la littérature, et que Joseph Sheridan Le Fanu il s'inscrit là-dedans, qu'il est en train de chercher des choses, d'expérimenter des choses, et d'apporter des clés ensuite pour ses j'allais dire ses prédécesseurs, mais non c'est l'inverse, pour les personnes qui vont venir après. Mais voilà, il y a quelque chose qui reste un petit peu bof, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Et ensuite, le troisième roman dont je voulais vous parler, alors là je pense que je vais pas me faire que des amis, c'est Le Puits de Solitude de Marguerite Radcliffe Hall. Si j'ai mis en fait cette lecture dans une vidéo sur les lectures bof, c'est pas
c'est pas uniquement imputable au roman en tant que tel, mais aussi ça parle en fait de tout ce qu'on peut projeter sur une histoire avant de l'avoir lue, et de tout ce qu'on peut projeter quand on entend d'autres personnes en parler, et qu'on se construit une image mentale en fait, qu'on le veuille ou non, d'un roman, d'une histoire, d'un artiste, d'une artiste. Et en fait au moment de la découverte, des fois on peut être un petit peu désarçonné parce que ça correspond pas à l'image mentale qu'on s'en était faite. Et donc j'ai lu Le Puits de Solitude, dont j'avais beaucoup entendu parler. Alors c'est une lecture qui est assez longue, hein. Moi je l'ai lu quand même sur plusieurs semaines, c'était fin août, début septembre. Le Puits de Solitude, c'est un roman qui est considéré comme un classique pour plusieurs raisons, mais notamment parce que c'est vraiment une des premières représentations, un des premiers romans dont le sujet principal est le lesbianisme en fait. Marguerite Radcliffe Hall, c'était une autrice lesbienne, et donc elle a écrit ce livre qui parle du lesbianisme, mais qui parle de lesbianisme en 1928. Donc autant dire qu'en termes de représentation, qu'en termes de manière dont pouvait être vécue et pensée et écrite l'homosexualité à cette époque-là, on est très très loin des représentations actuelles, et ça c'est assez désarçonnant en fait à la lecture. Il y avait tout un tas de choses auxquelles je m'attendais pas du tout, et notamment, je vais y aller un petit peu avec des pincettes parce que je connaissais pas du tout cette théorie avant de lire le livre, mais c'était en fait la théorie de l'inversion qui tendait à penser que lorsqu'on était attiré par des personnes de même sexe, c'est parce que en fait on développait des caractéristiques mentales et même physiques de ressemblance et d'identification à l'autre sexe en fait. Je sais pas si je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans la phrase, mais qu'en gros si vous étiez une femme attirée par d'autres femmes, en fait vous aviez une inversion dans votre personnalité, dans votre univers mental et même dans votre physique, qui fait que vous vous identifiez à un homme en fait. C'est-à-dire que l'homosexualité ne pouvait pas tellement être pensée comme vraiment deux personnes de même sexe qui s'aiment, mais qu'il y a une pathologie, un trouble, quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, si on aime une femme, c'est qu'on incarne la masculinité d'une manière ou d'une autre. Prenez cette explication avec beaucoup de précaution, encore une fois je suis pas hyper renseignée et c'est quelque chose que j'ai découvert dans le livre, mais du coup c'est une conception qui est quand même extrêmement violente et très homophobe, et qui a été complètement intégrée et complètement expliquée et complètement décrite en fait par Marguerite Radcliffe Hall dans Le Puits de Solitude. Dans le roman, on va suivre tout au long de sa vie une femme qui découvre son homosexualité, et c'est une femme qui appartient à la petite aristocratie en Angleterre. Le début du roman est vraiment magnifique, c'est très très beau. Déjà le style, en tout cas dans cette traduction, donc moi j'ai lu la traduction qui est chez dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Le style est vraiment très très beau. Là quand je parlais de caractérisation des personnages, pour le coup ici on a des personnages qui sont vraiment très en profondeur, qui sont vraiment magnifiques. Et puis cette atmosphère en fait de la vie aristocratique mais dans la campagne anglaise, c'est-à-dire une vie mondaine mais qui est quand même très imprégnée par le grand air, par la vie dans la forêt, par la vie dans les champs, où en fait on a des aristocrates là qui sont pas du tout hors sol dans des palais, dans des salons, dans des... voilà, qui sont quand même vraiment intégrés dans la vie de la campagne. Et du coup cette influence de l'environnement, de la nature, elle est très présente dans le roman, elle est très présente aussi dans la construction du personnage principal, qui va beaucoup se lier à son environnement, au paysage et puis aussi à certains animaux. Et puis donc le début c'est l'enfance et puis la jeune adolescence, et donc c'est vraiment la découverte par le personnage d'un sentiment de décalage, de quelque chose qui n'est pas conforme en fait aux stéréotypes de genre et à ce qu'on attend d'elle, et la manière dont c'est décrit, la manière dont réagissent aussi les personnages autour d'elle, c'est vraiment très très beau. Pour le coup le début m'a vraiment touchée en plein cœur, j'ai trouvé ça super. Et puis ensuite dans la suite du roman il y a vraiment quelque chose qui se perd, parce que comme je le disais en fait ce traitement de l'homosexualité féminine il va vraiment s'intégrer, enfin il va vraiment s'inscrire dans les représentations de l'époque, et donc du coup c'est une histoire qui est vraiment tragique quoi, qui est horrible, qui est super triste. Et même si évidemment c'est très représentatif d'une époque, c'est aussi très difficile à lire je trouve, et très douloureux. J'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de longueur, et en fait il y a aussi quelque chose, là je me rends compte, qui revient très souvent dans mes lectures, et en fait je pense qu'il revient très souvent dans la littérature de manière générale, c'est en fait de devoir supporter de lire un personnage auquel on s'est attaché, un personnage qui est très intéressant, qui va... développer un intérêt amoureux et se lier amoureusement à quelqu'un qui est horrible et qui la maltraite et qui n'en vaut pas du tout la peine et qui est affreuse. Et en fait là je pense que j'ai lu beaucoup de choses comme ça récemment, que cette façon de dépeindre en fait la romance d'une manière qui est très sacrificielle et qui est très déséquilibrée,
là je sature un peu en fait. Et du coup donc là c'est peut-être pas imputable au roman lui-même parce qu'évidemment c'est des thématiques qui sont intéressantes à traiter, d'autant plus quand on est en train de parler d'homosexualité dans un contexte où c'était extrêmement subversif de parler de ça. D'ailleurs j'ai oublié de le dire mais le roman il a été interdit, il a été censuré, il y a des exemplaires qui ont été brûlés etc. C'est vraiment quelque chose qui a fait scandale, donc ça a évidemment une énorme valeur dans la littérature, mais disons que moi je m'attendais à vraiment avoir un vrai coup de cœur. Et il y a quand même trop de choses qui m'ont mise à distance dans la lecture et qui m'ont un petit peu dérangée. Je trouve aussi que, donc comme je le disais, c'était quand même très long. Et il y a vraiment beaucoup de longueur et beaucoup de passages qui sont... où en fait on a l'impression au début qu'on va lire quelque chose d'extrêmement dense parce qu'il y a ce ressenti de l'enfance qui est très bien retranscrit, parce qu'il y a ces personnages qui sont si bien écrits dans ce décor absolument incroyable, etc. Et puis ensuite, à cause de ces longueurs, il reste comme quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus évanescent en quelque sorte. Et voilà, du coup c'est quand même quelque chose qui m'a un petit peu déçue, c'est pour ça que je le mets dans mes lectures bof, mais je l'ai mis en troisième parce que c'était quand même ma lecture la moins bof des trois, parce que je suis très contente d'avoir lu ce classique, parce que je pense qu'il faut le lire. Néanmoins c'était pas le coup de cœur auquel je m'attendais, et je pense qu'il y a des choses qui objectivement auraient pu être améliorées et auraient pu rendre le roman beaucoup plus dense et beaucoup plus nuancé aussi sur certains aspects. Voilà, ce n'est que mon avis, c'est-à-dire pas grand-chose. Et encore une fois, voilà, ça parle aussi de ce qu'on projette sur les livres, ce qu'on attend d'eux au moment où on les ouvre et qui parfois ne correspond pas réellement avec ce qu'on va trouver à l'intérieur. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Alors fort heureusement, j'ai aussi lu des choses qui m'ont beaucoup plus enthousiasmée, notamment j'ai lu Dune. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et en fait, j'aimerais faire une vidéo vraiment sur ma lecture de Dune. Et puis plein d'autres vidéos encore. C'est juste que là, en fait, j'ai une fin d'année qui est très chargée au niveau professionnel. Donc je risque d'être un petit peu moins active sur la chaîne YouTube. Je suis désolée pour ça et je réfléchis à des façons de faire qui me permettraient de concilier un peu plus, de manière un petit peu plus fluide les deux. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.